Bon, ben, je vais commencer à introduire. Merci à Cédric Villani d'avoir accepté le principe de ce débat. Le thème, c'est l'utilisation des mathématiques pour la prise de décision. J'aurais souhaité que ça se passe chez nous, mais les circonstances ne l'ont pas permis. Et d'un autre côté, comme vous disiez, ça permet aussi d'avoir beaucoup plus d'invités. Notre salle est limitée à 50 et là, il y a 110 personnes. Grossièrement, les 110 participants se décomposent en à peu près la moitié qui vient du monde académique, enseignants-chercheurs, et la moitié qui vient d'organismes publics ou d'entreprises. Donc il y a une grande variété. Alors pour introduire le débat, je vais dire ceci, un exemple pour expliquer en quoi les mathématiques peuvent aider. Il y a quelques années, je suis allé en Russie, à Novosibirsk, et les Russes m'ont dit qu'ils avaient un problème avec les incendies en Sibérie, les feux de forêt, les feux de taïga, etc. Et que la question qui se posait, c'était où mettre les pompiers, combien il fallait d'avions, où il fallait positionner ces avions, etc. Et ça, c'est un problème qu'on appelle en mathématiques d'allocation de ressources. C'est un problème qui est instantané en ce sens que le pouvoir politique à Novosibirsk peut décider de mettre les avions, les pompiers où il veut. Simplement, il faut que ça soit pertinent par rapport à l'endroit où les incendies se développent, endroit qu'on ne connaît pas forcément. Donc, il y a un raisonnement probabiliste à faire. Et on peut imaginer que là, les mathématiques apportent un appui tout à fait significatif. À l'inverse, si on regarde le développement de la SNCF en France, la SNCF, ça date du 19e siècle, mais c'est seulement 1937 sous le statut qu'on lui connaît, on s'aperçoit que les lignes de la SNCF, les gares de la SNCF, les horaires de la SNCF ne résultent pas d'un processus d'optimisation, mais plutôt d'une évolution au sens darwinien du mot, à savoir que la SNCF passe son temps à créer des lignes nouvelles en fonction des besoins et à supprimer des lignes anciennes en fonction des besoins, l'absence de besoins, et également aussi à modifier ses horaires, à modifier la position des gares, etc., etc. Donc là, on a le sentiment que les mathématiques jouent un rôle beaucoup plus limité. Alors c'est là-dessus que nous souhaitons interroger Cédric Villani. Dans vos fonctions, soit de député de l'Essonne, soit au sein de l'Assemblée nationale, êtes-vous confronté à ce genre de problématique que j'appellerais grossièrement d'allocation de ressources? Merci beaucoup, cher Bernard, pour cette introduction. Je vais faire un petit mini panorama qui permettra de lancer le débat sur cette question de rôle de mathématiques dans la prise de décision. Et évidemment, quelques mots sur le problème d'allocation de ressources qui est emblématique de cette classe de problèmes. On rappelle d'abord que mathématiques, comme les sciences en général, c'est une discipline qui a vocation à décrire, à comprendre et à agir sur le réel, que la particularité mathématique, c'est sans nul doute le fait que ça se traduit par d'abord une rigueur très particulière dans le raisonnement et puis un formalisme abstrait et la conviction qu'il y a un aller-retour fructueux entre un raisonnement qui se passe sur des modèles, qui se fait dans l'abstrait avec des règles abstraites, et un monde réel qui finalement obéit de façon bien meilleure qu'on aurait pu croire a priori à ces règles qu'on déduit de l'expérience. Et puis, mathématiques, important, je crois, par rapport à ce que vous dites, aussi bien l'exemple que vous venez de présenter, cher Bernard, que les exemples qu'on peut avoir en tête dans l'histoire des sciences. Mathématiques, c'est toujours ce qui permet d'aller au-delà de l'intuition, de démontrer des résultats paradoxaux, de gérer des échelles de temps et d'espace qui nous sont juste incommensurables, que ce soit dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand. Dès qu'il y a des milliards d'années qui arrivent, ou des années-lumière, ou des nanomètres, on se retrouve à manipuler des ordres de grandeur qui sont absolument inatteignables à notre intuition, qui ne correspondent pas à tout ce que nos sens et notre expérience nous a appris. Et c'est là que le formalisme mathématique arrive à faire ses preuves. Et quel meilleur exemple que les lois de la gravitation universelle qui s'appliquent sur des échelles de temps et des espaces tels que l'humanité n'ira jamais coloniser les étoiles, pour lequel il est impossible de concevoir ce que c'est que les milliards de milliards d'étoiles, que les distances qui sont en jeu. Et pourtant, des équations simples et des équations qui ont plusieurs siècles qui expliquent le très gros de ces phénomènes et qui s'appliquent avec une précision stupéfiante.
Et on a ici l'un de ces exemples très, très frappants qui ont fait dire à certains que l'univers était écrit en langage mathématique. Alors, Vous êtes un optimiste né. et il le faut, surtout dans les temps qu'on vit, cher Bernard, on a besoin d'un peu d'optimisme quand on voit la tristesse de la vie politique, écologique, mondiale. Nous sommes Gardons d'accord. l'optimisme. Vous avez ma bénédiction sur ce point. Et je vous en remercie. Alors, quelques exemples célèbres qu'on peut garder en tête, hein. Les exemples célèbres, c'est toujours des choses qui permettent de structurer une réflexion ou un débat. On va prendre et ici, je parle bien de ce qui est posé comme problème par rapport à la prise de décision. Bien sûr, il y a des exemples où en mathématiques, très tôt, par exemple, Ératosthène a mesuré la Terre en mathématiques, il y a des millénaires, à peu près 2 millénaires, mais ce n'était pas une question de prise de décision. On a retiré quelque chose d'important au plan philosophique, au plan de la connaissance du monde. En revanche, ça n'a pas motivé une prise de décision politique. En revanche, prenez un exemple comme celui de la première estimation d'efficacité de la vaccination ou d'une forme primitive de vaccination du temps de Bernoulli. C'est l'un des Bernoulli qui s'est occupé de ça et qui a démontré pour les autorités de l'époque, pour l'Académie des sciences, que oui, vacciner était efficace, même avec les taux d'échec qu'on avait à l'époque. Et ce n'était pas du tout quelque chose qui était intuitif. Là, il y avait un raisonnement mathématique, des probabilités qui intervenaient, et le résultat de la séquence mathématique, c'était de dire, voilà, il faut donc vacciner, ça améliore, ça augmente l'espérance de vie des citoyens. Un autre exemple qui est très connu, c'est celui de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle l'analyse mathématique est ce qui a l'un des ingrédients clés qui ont permis aux équipes d'Alan Turing parmi les services secrets britanniques de déchiffrer le code secret allemand. Il y avait besoin de mathématiques sophistiquées pour mener cette mission à bien, et c'était capital dans la prise de décision, c'était capital même dans la guerre. Certains estiment que c'était 1 à 2 ans. J'aime bien cet exemple parce qu'il rejoint ceux que nous mentionnons. J'ai l'habitude de mentionner qu'il n'y a que 2 exemples où l'humanité ait fait appel à des mathématiciens professionnels. L'un, c'était Archimède et l'autre, c'était Turing. Et dans les 2 cas, ça s'est mal terminé pour les intéressés. Archimède a été tué Archimède comme pendant pur Turing, c'est vrai. le siège de Syracuse, et Turing s'est suicidé juste après la guerre. Il était homosexuel. On lui a fait toutes sortes d'ennuis et il s'est suicidé. Ouais, Donc, je 1900... rejoins votre conclusion, mais j'émettrais un aspect un peu négatif quand même. Allez-y, dites-moi l'aspect négatif. Ah oui, l'aspect négatif, que ça se finit mal pour les intéressés. Oui, il n'y en a eu que 2. Donc, la durée de retour du phénomène, c'est de l'ordre de 2200 ans. Et à chaque fois, ça se termine mal pour les intéressés. Je vais réfléchir Je n'ai pas votre... en même temps que la discussion vient, je vais réfléchir. Effectivement, ce sont deux exemples dans lesquels, à chaque fois, vous avez les dirigeants, soit le tyran de Syracuse, soit l'État britannique, qui effectivement va chercher un mathématicien brillant pour accomplir sa tâche en temps de crise. Parmi les exemples de dirigeants qui ont fait confiance aux scientifiques, on ne peut pas passer sous silence Napoléon avec tout son cortège de savants, le rôle qu'il a eu pour favoriser l'académie, la façon dont il a fait pousser, dont il a fait monter ses savants préférés dans les cercles de décision ou de pouvoir pour certains, les Monge, Laplace, Lagrange, avec des carrières très différentes, et beaucoup d'autres. Et on sait à quel point la technologie, de façon générale, a joué un rôle majeur dans l'administration de l'Empire et dans la façon de se maintenir au plus haut niveau. Euh, euh, je voudrais parler de quelques petits exemples intéressants pour la discussion où on peut trouver où il peut y avoir une friction entre l'idéal et les pratiques scientifiques et l'idéal et la question politique. Et je vais prendre 2 exemples qui me sont chers et qui sont aussi liés à votre exemple d'allocation optimale, des exemples qui sont liés au transport optimal. Transport optimal ou problème de transport au moindre coût. Hein, vous avez les configurations d'un certain bien dans une configuration A, et puis vous avez une configuration B. Vous voulez passer de la configuration A à la configuration B en transportant les objets avec un coût total minimal.
ou de façon équivalente, vous avez des objets A que vous voulez apparier à des objets B, par exemple des employés avec des habitations ou ce que vous voulez, et vous voulez faire l'appariement de la façon qui sera optimale par rapport à la société. Bon. Le premier à poser la question presque explicitement en ces termes, c'est Gaspard Monge dans les années 1780. Et Monge le voit vraiment comme un problème d'ingénieur, un problème à résoudre. Certains pensent qu'il avait en tête aussi des applications telles que, ça rejoint un peu votre exemple, cher Bernard, on a des soldats, on a une ligne de front, on a des positions à défendre avec des ressources militaires. Comment est-ce qu'on met les uns, comment est-ce qu'on transporte les uns vers les autres? Ce qu'on sait, c'est que Monge, l'un de ses plus hauts faits d'armes, ce qui est certain, c'est que c'était la géométrie descriptive, et qu'il a essentiellement inventé par lui-même, et que c'était considéré comme une technologie d'importance telle qu'elle ne pouvait être enseignée qu'à des officiers de haut rang. Ça avait valeur de secret défense, secret militaire. On voit ici à quel point l'objectif de diffusion de la science et l'objectif politique peuvent parfois entrer en contradiction. Et puis, on retrouve la même problématique de confidentialité de la diffusion pour d'autres raisons dans la carrière de l'autre grand héros de théorie en sport optimal, c'est Leonid Kantorovitch. Leonid Kantorovitch, c'est le milieu du XXe siècle. C'est la fameuse dualité de Kantorovitch, et c'est un mathématicien qui fait tout l'arsenal depuis la mathématique pure jusqu'à la mathématique très appliquée. Un des problèmes qu'il a résolu, c'est la tarification des taxis à l'époque où, avec son équipe de maths appliqués, il réfléchissait au problème, comment faire une tarification des taxis qui soit juste et efficace. Et dans le cadre du transport optimal, quelque chose qui est remarquable, c'est que sa fameuse théorie, le fondement de sa théorie, dualité de Kantorovitch, s'est retrouvé purement et simplement censuré par le système communiste, parce qu'il y avait une interprétation duale de cette allocation ressources en termes de théorie des coûts, des prix optimaux. Quelle est la bonne façon de déterminer le prix de telle ou telle marchandise en fonction de l'endroit où vous l'acheminez ou de tel ou tel prix que vous rendez. Et imaginez tout ce que ça peut avoir de dangereux dans un système idéologique marxiste, une théorie qui fixe une valeur rationnelle au prix et qui vous dit qu'on peut déterminer le prix comme ceci ou comme cela, et pas selon la façon dont Marx l'a énoncé à partir du travail qu'on y a mis, et ainsi de suite. Et donc, le fameux théorème de dualité de Kantorovitch, qui fait la correspondance entre un problème de transport optimal et un problème de prix optimal, était littéralement interdit d'en parler, interdit de la publier, et c'est une forme intéressante de censure politique de faits scientifiques. Et ça vous montre aussi, chaque fois que le pouvoir politique est intéressé à censurer quelque chose, ça vous montre bien sûr derrière le pouvoir de décision qu'il peut y avoir. Dans le cas de Monge, les outils qu'on peut avoir pour préparer une attaque ou un plan militaire. Dans le cas de Kantorovitch, les outils qu'on peut avoir pour déterminer un prix de façon objective et justement aller contre quelque chose qui soit politique. L'obsession de Kantorovitch pendant une partie de sa vie, ça a été justement sortir de cette censure, persuadé que l'économie russe en temps de guerre allait s'écrouler parce que les prix n'étaient pas fixés comme il le fallait, et poussant en faisant une affaire dans laquelle il s'impliquait extraordinairement, écrivant au sommet de l'État et ainsi de suite, n'échappant au goulag que parce que les plus hautes autorités soviétiques avaient compris qu'il faisait partie de ceux qu'il fallait épargner pour le bien de la Russie à venir, ceux qui allaient participer à la mise au point de la bombe atomique, etc. etc. Alors, ça, ce sont des exemples historiques que j'ai cités. Aujourd'hui, des exemples de décisions mathématiques, décisions politiques ou éclairées par la mathématique, c'est partout, ou du moins, les grands problèmes sur lesquels les politiques ont à se prononcer un peu partout à travers le monde, ils se construisent toujours avec un dossier scientifique complexe de nos jours, et ils se construisent toujours avec une dose de mathématiques importante, d'autant plus que les sujets sont compliqués ou échappent à notre intuition. C'est le cas du réchauffement climatique, bien sûr. Il s'agit de prédire le climat sur de grandes échelles de temps. Et puis, impossible d'avoir une intuition sur les évolutions du climat sans faire tourner vos modèles mathématiques sur des ordinateurs puissants et avec des modèles et des équations qui ont été éprouvés par le temps. C'est un sujet intéressant aussi, là où je vous parle
sur le réchauffement climatique aussi, parce que mathématiques, c'est précisément, dans ce cas-là, un outil qui vous permet d'aller au-delà de l'intuition, notre expérience sensible sur une génération. On ne ressent pas forcément les effets du réchauffement climatique, ou du moins, en aucun cas, on est capable de ressentir l'évolution catastrophique qui est prédite par les modèles climatiques. Un autre exemple qui a agité le Parlement il n'y a pas longtemps, c'est celui des pesticides, et en particulier les fameux néonicotinoïdes. Et vous avez derrière ces pesticides extraordinaires des effets délétères qui se jouent sur des doses tellement infimes que personne n'aurait parié dessus. On est en train de parler de nanogrammes. Est-ce qu'on peut imaginer ce que c'est qu'un nanogramme qui va être capable de dérégler une abeille? On est en train de parler de concentrations de produits qui sont de l'ordre de la partie pour un milliardième ou partie pour un 10 milliardième. C'est des concentrations tellement infimes qu'il y a il n'y a pas si longtemps, on ne pensait même pas qu'on pourrait les étudier, encore moins qu'elles auraient des effets. Et là, on retombe sur un débat qui est très lié à celui de la mathématique, c'est la question de la précision de la mesure. On sait à quel point dans notre histoire, et en particulier en France, la course vers la précision des mesures a été quelque chose d'important et de structurant. Et on le retrouve aujourd'hui dans toutes ces questions écologiques, dans lesquelles des doses infimes, des accumulations de très très faibles effets peuvent avoir des conséquences considérables. Mais les mathématiques, on les retrouve aussi dans la crise du Covid, bien sûr, et à commencer par ce qui est le facteur limitant majeur dans cette crise, le nombre de lits de réanimation. Parmi toutes les spécialités qui sont mises en œuvre, il y en a une qui est particulière parce que c'est la seule spécialité dont le boulot est de prédire des choses telles que le nombre de lits de réanimation qui vont être occupés, c'est l'épidémiologie et les modélisations mathématiques en épidémiologie. Les modèles SIR, les modèles dans lesquels on cherche à évaluer le nombre la proportion de personnes, de sujets qui sont sains ou infectés, ou guéris, ou morts, etc. Et c'est avec toutes les imprécisions et les grandes difficultés qu'on peut avoir, ça reste les seuls outils qui nous permettent d'avoir des prédictions. Et encore là, quand les décisions ont été prises, de confiner, par exemple, c'était lié à ce que nous prédisaient les modèles épidémiologistes, nous disant si on ne fait rien, nous avons probablement, avec jamais une certitude bien sûr, mais probablement des services de réanimation qui sont saturés à échéance de 3 semaines, etc., etc. Et donc, on voit combien c'est présent aujourd'hui, à tel point que, et je dirais même c'est historique, pour la première fois de tout ce que j'ai pu voir, vous avez des constantes mathématiques dans des modèles qui se retrouvent dans les discours politiques du plus haut niveau. Que ce soit le coefficient de doublement pour le Covid, ou le coefficient R, le R0 ou le R effectif, le coefficient de réplication, le coefficient de transmission de l'épidémie, ça s'est retrouvé dans le discours d'Édouard Philippe, ça s'est retrouvé dans les discours d'Angela Merkel. Bref, ça s'est frayé son chemin dans les discours politiques plus haut niveau, et je dois dire, c'est la première fois que je vois une constante intervenant dans un modèle mathématique qui intervient à ce niveau-là, avec même Angela Merkel vous disant même, voilà, s'il est à 1,1, notre système de santé sera saturé à tel horizon. Si c'est à 1,2, il sera saturé à tel horizon. Où on voit là que selon que c'est au-dessus de 1 ou en dessous de 1, les conséquences que ça peut avoir. Et où certains, je pense en particulier à Thomas Pouillot, dans ceux qui se sont exprimés, qui ont fait des articles, des éditoriaux sur la crise du Covid, ont montré en termes de ce coefficient comment il fallait penser à la dynamique de la crise. Le confinement, c'est le marteau qui vous permet de donner un grand coup sur le coefficient R et le faire passer bien en dessous de 1. Les mesures, les essais-erreurs, c'est ce qui vous permet de voir par essai-erreur comment garder le coefficient plutôt en dessous de 1. On sait en France qu'on a perdu le contrôle de l'épidémie, de la première vague de l'épidémie, on a perdu le contrôle mi-juillet. De mi-juillet jusqu'au second confinement, le coefficient de R est resté au-dessus de 1. On voit sur ces exemples combien des situations parfois complexes peuvent se traduire par la valeur d'un coefficient. Et ça, c'est très important pour la philosophie de ce que c'est que la mathématique et la modélisation mathématique, le souhait de traduire la complexité du monde à travers un modèle, une équation, quelques paramètres qui permettent aux décideurs
de se forger une opinion, de savoir quand est-ce qu'il faut agir. La valeur du coefficient R est l'un de ces ingrédients. Malheureusement, je suis en désaccord avec vous, mais ça correspond à notre différence de personnalité, vu que vous êtes fondamentalement optimiste et que moi, je suis devenu avec les années fondamentalement pessimiste. Le dernier mathématicien appliqué qui a réellement travaillé sur les applications, c'était von Neumann, mort en 1957. C'est l'auteur de la théorie des jeux. Et on ne voit pas très bien ce que la théorie des jeux en pratique a pu apporter à l'économie ou à la prise de décision, tout simplement parce que la théorie des jeux, pour être appliquée, requiert des hypothèses qui ne sont jamais satisfaites en pratique. Alors ensuite, ça s'est progressivement, et von Neumann l'avait annoncé, ça s'est progressivement dégradé. Et le sentiment que j'ai, moi, depuis une vingtaine d'années, c'est que les politiques ne nous écoutent pas. Nous, c'est les scientifiques en général. C'est-à-dire qu'ils font appel à des modèles mathématiques, comme vous l'avez dit très justement, mais a posteriori et simplement pour justifier des choix qu'ils ont faits a priori. Ils ont pris leurs décisions et après, ils demandent à quelques spécialistes, faites-moi un modèle qui monte, qui descend, enfin qui montre que j'ai raison. Et de toute façon, ils ne l'écoutent pas. Il y a là de bons sujets de débat. Important il y a dans la question comment le modèle se ferait un chemin jusqu'à la décision ou pas, plusieurs choses à dire. L'un, c'est que la communication entre scientifiques et politiques est toujours difficile, souvent polémique. C'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau institutionnel aussi. Les institutions de conseil scientifique au gouvernement marchent rarement bien. En France, il y a une kyrielle d'institutions qui sont censées qui sont censés aider les gouvernants à prendre leurs décisions et qui sont inopérants, en Oui, particulier le c'est vrai. Conseil stratégique de la recherche qui est censé concerner le gouvernement. Et ça se voit d'ailleurs dans le fait qu'à chaque nouveau problème, en fait, le pouvoir met sur pied un nouveau conseil scientifique spécifiquement pour ce problème, sans faire appel à ceux qui sont déjà là. Le Covid est un exemple parmi d'autres. Je me rappelle pour Là, notre cinquième, je vous interromps, pour notre 5e anniversaire, il y a 20 ans de ça, j'avais organisé une réunion au Palais de la Découverte et j'avais invité votre homologue de l'époque qui s'appelait Pierre Lelouch. C'était un député de Paris, je ne sais plus quel arrondissement. Et il a dit, les scientifiques ne nous donnent jamais aucun conseil. Ce à quoi nous lui avons répondu, monsieur, vous ne nous avez jamais rien demandé. C'était la première fois que je le rencontrais. Et donc, c'est exactement ce que vous venez de dire. La barrière était absolue. la barrière est forte. Alors, on peut, il y a des manquements des deux côtés. On pourra en Ah oui, rediscuter, mais il y a des manquements des deux côtés. Et le monde d'aujourd'hui ne favorise pas le rapprochement. Je vais conclure ce petit propos liminaire avant de passer aux échanges de questions-réponses pour dire qu'aujourd'hui, avec le débat est enrichi ou rendu plus complexe par les développements de l'informatique, où d'une part, il y a la précision accrue que l'informatique donne, la caisse de résonance énorme que l'informatique donne à tous les modèles mathématiques. Il y a eu une époque où une décision, mathématique, où c'était un chiffre, une donnée. Tenez, un exemple où on dit que le pouvoir politique a écouté les scientifiques, c'est la politique de natalité chinoise, où l'un des scientifiques en charge avait calculé que les évolutions démographiques possibles de la Chine en fonction du taux de natalité et avait convaincu les dirigeants du Parti communiste chinois qu'il fallait se limiter à un enfant par famille, sans quoi on allait vers une situation qui serait intenable. Et c'était une époque héroïque, si je puis dire, où les mathématiciens devaient faire leurs calculs tant bien que vaille, avec papier, crayon, etc. Résoudre explicitement chaque fois que c'était possible, chercher le sous-modèle qui se résout explicitement. Aujourd'hui, n'importe quelle décision est basée sur des simulations informatiques et ça démultiplie la puissance de l'outil mathématique en l'occurrence. Mais de façon intéressante, l'informatique vient aussi avec, premièrement, dans certains cas, une façon d'intérioriser la décision. Intérioriser la décision, je veux dire par là un algorithme de choix. Dans le temps, on parlait de système expert.
maintenant d'algorithmes d'intelligence artificielle à qui on va demander de faire de l'allocation optimale ou de la construction de portefeuilles automatiques ou du diagnostic automatique. Et on sait par exemple qu'aujourd'hui, les meilleurs algorithmes battent les meilleurs humains dans la reconnaissance du cancer du sein sur des images médicales, font mieux, décident quel est le meilleur coup à jouer au jeu de Go, mieux que les meilleurs humains du monde, etc., etc. Donc, il y a toute une série d'actions pour lesquelles l'informatique fait mieux en termes de décision, entre guillemets, que l'humain. Je dis toujours décision pour l'informatique parce qu'on peut dire que, par définition, la décision est toujours un acte d'un être humain. Ce que rend l'ordinateur, c'est un verdict, une analyse, ce que vous voulez, tout ça, mais quant à savoir ce que ça veut dire une décision, c'est un débat subtil. Et dans le même temps, vu la façon dont les algorithmes d'intelligence artificielle, pour la plupart aujourd'hui, sont calibrés, sont développés, sont mis au point, ils se basent de façon directe ou indirecte sur de la décision humaine. Directe si c'est à travers des arbres de décision, indirect si c'est fait à partir d'archives, exemple de la justice prédictive se basant sur des décisions humaines qui ont déjà été prises et qui pourra être amené à reproduire des biais de décision humains. C'est rare qu'on ait des algorithmes dans lesquels il y a effectivement un processus d'optimisation qui vise à rechercher quelle est la meilleure décision, mais ça arrive aussi. Et la question se pose toujours, savoir si dans le futur, dans quelle mesure on pourra voir arriver des systèmes qui viendront qui viendront mettre au point des décisions meilleures que ce que l'humain aurait pu prendre comme décision. C'est une question qu'on m'a déjà posée en tant que politique. À quand le politique augmenté, celui qui a sa décision, sa capacité de décision accrue par un algorithme, un logiciel ad hoc? Ça ne Probablement me pas pour tout choque de pas. suite. Ça ne me C'est choque pas pas. Ça choquant ne me choque pas que forcément. nous soyons en compétition avec un ordinateur, mais la question est de savoir par quoi vous l'alimentez. Or, les données qui circulent à l'heure actuelle sont en général incomplètes, souvent biaisées et quelquefois truquées. Et dans ces conditions, quel que soit le moyen de traitement que vous utilisez, garbage in, garbage out, c'est clair ça. Je me souviens qu'il y avait un service dépendant du Premier ministre qui s'appelait Etalab, qui avait essayé de rendre public un certain nombre de données, des données de santé publique en particulier. Ça s'est bloqué, c'est normal? Oui, je suis toujours là, vous m'entendez? Oui, que c'est J'étais en train de un- jeter un coup d'œil sur le fil de discussion. Etalab, oui, ça n'a Etalab rien donné. ça n'a guère donné. Il y a Etalab a un successeur dont le nom m'échappe, mais qui s'occupe encore effectivement de la rationalisation et de l'efficacité des politiques publiques. Euh, il Mais y a pardon de vous couper, avant de rationaliser la politique publique, il faudrait faire en sorte que la donnée de base circule correctement, puisse être critiquée, ce qui est un minimum sur le plan scientifique. Je vais vous donner un exemple très concret. Nous avons travaillé pour RTE, Réseau de transport d'électricité, il y a quelques années, sur la question de savoir si les lignes à haute tension étaient dangereuses pour la santé et en particulier avaient un impact sur la leucémie de l'enfant. Donc on a eu à critiquer un certain nombre d'articles qui faisaient des modèles, comme vous dites. La critique a été très facile, les articles étaient de très mauvaise qualité. Mais ensuite, j'ai dit, on devrait avoir des données, parce que la leucémie de l'enfant est une maladie à déclaration obligatoire. On devrait avoir des données permettant de savoir si chaque année, il y a plus de leucémie là où il y a plus de lignes à haute tension, ou si ça varie d'une année sur l'autre, alors que les lignes sont fixes. Je n'ai jamais réussi, malgré, je suis passé par EDF, j'ai fait plusieurs tentatives pour obtenir les données qui sont complètement anonymes. On n'a pas besoin de connaître ni le nom précis de l'enfant, ni son âge précis. C'est juste un nombre par département. Je n'ai jamais réussi à avoir ces données-là. Et c'est systématique, si vous voulez. Tout ce qui relève de la santé publique, et c'est vital dans les descriptions que vous faites, ces données relatives à la santé publique ne sont pas publiques. Et quand on en a, les seules qui soient fiables, c'est les données de mortalité de l'INSEE avec un recul d'un mois. Ce n'est pas suffisant pour travailler. Donc, avant de se préoccuper de la validité de l'ordinateur ou des modèles, il faudrait se préoccuper de la validité des données qui sont mises en circulation. Parce que maintenant, le grand jeu consiste à truquer les données, à faire ce qu'on appelle maintenant des fake news, au sens le plus américain du mot, etc., etc. Il est très difficile de trouver un sujet. Maintenant, on arrive à réécrire l'histoire. Donc, même dans ces conditions, on ne sait plus où Jeanne d'Arc est morte.
C'est devenu un sport national que tout réécrire. Tout ce qu'on veut, oui, absolument. Alors, je crois que j'en ai dit, nous en avons dit assez, cher Bernard, pour cette introduction. Et je vois qu'il y a un certain nombre de questions sur le fil de discussion. Il y en a une que je note déjà sur les applications de la théorie des jeux, bien sûr. Sur les questions d'enchères, ça a été utilisé. Effectivement, la mise en concurrence dans la télécom, les attributions de fréquences sont l'un des exemples les mieux documentés d'application de la théorie des jeux dans la sphère publique. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est un exemple sur lequel c'est explicitement utilisé. Tout à fait, c'est une très belle théorie et je suis un grand admirateur de von Neumann, qui a fait énormément de choses en mathématiques appliquées, les bases, les fondements de la mécanique quantique, etc. etc. Oui, alors von Neumann et Morgenstern, n'est-ce pas, pour la théorie des jeux? Ouais. Si, D'autres questions? C'est vous qui menez le débat oui, là-dessus. je vois une question sur la compétence la compétence de la représentation nationale, hein, donc du Parlement ou des députés, à appréhender les modèles mathématiques, revue critique des hypothèses, robustesse des résultats, adéquation de la structure des modèles face à un problème, etc. Il y a au Parlement ni plus ni moins de compétences mathématiques que dans la population en général, hein. Donc, vous en trouvez qui sont des parlementaires qui sont assez affûtés par rapport à ce genre de choses et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et les deux sont légitimes tant que chacun est conscient tant que tout le monde est conscient de cela. Oui. Il y a à l'Assemblée, enfin au Parlement, une structure qui s'appelle l'Office parlementaire scientifique ou Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, OPEXT, que je préside, 18 députés, 18 sénateurs, et qui, dont le boulot, le métier de cette structure, c'est d'instruire des dossiers à l'interface entre scientifique et politique, avec des auditions publiques, avec des notes courtes, avec des rapports. Ce sont quand il y a des rapports, ce sont les parlementaires qui en sont responsables, qui les présentent, mais ça a été travaillé avec le secrétariat scientifique en amont, bien sûr. Et en ce moment, par exemple, nous venons de nous emparer du sujet de la stratégie vaccinale, c'est-à-dire c'est nous qui sommes chargés de faire des recommandations au Parlement. Alors, des recommandations au sens où le Parlement va contrôler le gouvernement, comme c'est son boulot, poser des questions, rendre des comptes et adopter une ligne parlementaire par rapport à ces sujets. Et c'est notre boulot à l'OPEX que d'instruire le dossier autant que possible et d'instruire le Parlement sur ce qu'il convient de contrôler, sur ce qui nous semble être les points forts ou faibles des stratégies à venir. Et nous travaillons sur tous les sujets. Par exemple, nous avons sur le feu en ce moment des questions telles que la pollution plastique, l'intégrité scientifique en général, l'impact du Covid sur la société, des thèmes aussi variés que, quand je dis sur la société, c'est par exemple impact sur les cultes, sur les religions. On a fait, pour rester sur une interface avec la religion, des auditions spéciales sur le rôle des sciences et technologies dans la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Nous avons des auditions très régulières depuis notre création sur le monde nucléaire, etc. Donc, il y a cet organe qui est censé faire la courroie de transmission entre le monde scientifique et le Parlement, et qui lui-même a des liens avec les académies, des sciences, de médecine, des technos, et d'autres organismes, soit politiques, soit scientifiques, en France et à l'étranger. Cédric, la presse ne rend jamais compte des travaux de cette... Non, jamais, c'est exact. Mais justement, comme maintenant que je suis président, alors je suis président depuis peu, hein, j'ai été très éphémèrement président au début de mandat, et puis la présidence est passée au Sénat. Maintenant que la présidence est revenue à l'Assemblée nationale, j'ai repris la casquette de président.
et je compte bien travailler pour qu'on parle davantage des travaux de l'OPEX, à commencer par ce sujet très médiatique, bien sûr, de la question vaccinale, très médiatique avec beaucoup de pression politico-sociétale. Mais par Puisque vous exemple, abordez, attendez, la stratégie de… Attendez, je termine et je vous laisse juste. je vous en La prie. stratégie de la doctrine de masque de la France, celle qui dit qu'il faut avoir en réserve 1 milliard de masques, etc., etc., elle a été mise au point par un rapport de l'OPEX il y a une quinzaine d'années, je pense. Après, elle n'a pas été bien appliquée, en particulier par des questions administratives et logistiques, mais ça c'est autre chose. Mais je dirais au moins la mise au point date d'un rapport de l'OPEX. C'est très intéressant, mais si vous prenez la question, l'image est figée, je ne sais pas si c'est normal, je vous entends, mais je ne vois plus qu'une Là, image. vous voyez, c'est quand je me mets sur le fil de discussion, D'accord, je comprends. ça fige Si l'image. vous prenez l'exemple de la vaccination, j'ai du mal à voir quel est l'apport des mathématiques, mais peut-être que vous allez le développer, parce que premièrement, on ne connaît pas l'efficacité de cette vaccination. Deuxièmement, la maladie est bénigne pour la plupart des gens, donc ils n'auraient pas besoin de se faire vacciner. Et enfin, il est très possible que le vaccin ait des effets secondaires bien pires que le virus lui-même. On n'en sait rien. Donc, il y a énormément d'inconnus. Comment voulez-vous appliquer à ça un raisonnement scientifique ou rationnel? Tout ce qu'on pourrait faire, enfin, si j'avais un rôle de décision, c'est proposer qu'on fasse une expérimentation sur un petit nombre. Mais là, vous êtes Euh, parti. oui, mais même, vous avez là, regardez en ce moment là, les vaccins qui sont en cours de développement et ceux qui ont atteint la phase 3. Et quand vous entendez parler du vaccin de Pfizer, du vaccin de Moderna, du vaccin russe, qu'est-ce qui est mis en avant? Tout de suite, c'est un chiffre d'efficacité, de protection. Et derrière, ça passera à travers des modèles épidémiologiques. En particulier, une question qui va être clé, c'est quelle proportion de couverture vaccinale on vise. Est-ce qu'on veut avoir un taux de couverture de au moins 50% ou au moins 60% ou au moins 95%? Et ça correspondra à des stratégies différentes. Quand on a décidé, quand le gouvernement a décidé il y a 3 ans qu'il y aurait tout un paquet de vaccins pour l'enfant qui serait obligatoire, c'était lié à des baisses de taux de couverture et des baisses de taux de couverture qui étaient à mettre en rapport avec les taux de couverture attendus, les taux de couverture vaccinale qui étaient attendus pour enrayer les épidémies. Tout ça, ça relève de l'épidémiologie, donc c'est au confluent entre médecine et mathématiques. Même si effectivement, après, il y a toutes sortes d'incertitudes et la biologie est particulièrement forte pour nous amener tout son lot d'incertitudes. Malheureusement, c'est exact, oui. Oui, il y a d'autres questions dans le fil sur le Covid. Ben, il y en aura plein, évidemment. Un qui dit un problème de prédiction et de commande d'un système à retard, serait-il pris en compte par le politique? Oui. Alors, le politique pas forcément a conscience de ça, et je dirais là, c'est très cruel. C'est un problème vache, le problème du Covid, parce qu'il y a cette durée de transmission asymptomatique. Et quand vous détectez quelqu'un qui est positif au Covid, cette personne a déjà eu toutes les chances d'avoir déjà transmis la maladie à quelqu'un d'autre. Et puis, si vous ajoutez la période de contagion, la période asymptomatique, la période symptomatique, et puis la période du Covid qui est dangereuse, qui d'habitude est celle où la réaction immunitaire inflammatoire très violente se déclare, donc une deuxième période dans la maladie du Covid, vous aboutissez à quelque chose qui fait que vous allez être hospitalisé, vous aboutissez à quelque chose qui est de l'ordre de 2 semaines. Ce qui veut dire que n'importe quelle décision que vous prenez, elle se traduit avec 2 semaines de retard. Mais le virus, il est à l'instant T, vous décidez du couvre-feu, et c'est seulement 2 semaines après l'instant T que vous pourrez voir si votre mesure de couvre-feu est efficace ou pas. Mais dans l'intervalle, la situation du virus, elle peut évoluer. La propagation du virus, elle dépend de paramètres, par exemple la température, la météo, les habitudes des gens qui peuvent évoluer d'une semaine à l'autre. Donc vous êtes dans une situation très désagréable où votre pays est dans un certain état de mesure, par exemple il y a le couvre-feu, et vous devez décider si vous allez passer au round suivant de mesure, un cran plus loin ou un cran moins loin, sans avoir les résultats de l'état actuel.
C'est un vrai problème de système avec retard et c'est extrêmement désagréable. Ça emmène il y a une dose d'incertitude forcée. Par exemple, début novembre, les pouvoirs publics, fin octobre, se retrouvaient dans la situation où il y avait déjà eu un peu de couvre-feu, je ne sais plus quoi, quelques semaines de couvre-feu. Ils ne pouvaient pas savoir quelle était l'efficacité de ce couvre-feu, mais si jamais le couvre-feu n'avait pas été efficace, eh bien alors on courait sans aucune mesure à une saturation des réanimations aux alentours du 15 novembre, ou voire un dépassement. Et donc, par exemple, l'épidémiologiste qui avait travaillé là-dessus, il y avait accord entre différentes équipes, là, avait préparé différents scénarios. Un scénario dans lequel le confinement, le couvre-feu n'a eu aucun effet, un scénario dans lequel il a été un peu efficace, un scénario dans lequel il a été très efficace, et se voit dans la désagréable situation de mettre ça au pouvoir public en disant voilà, on ne sait pas quelle est la situation actuelle, on se retrouve, peut-être qu'il y a une chance sur trois que ce soit comme ci, deux chances sur trois que ce soit comme ça, mais il faut prendre la décision quand même. Et là, vous devez décider, est-ce qu'on prend le cas pire, est-ce que pas. En 2009, quand est arrivé le problème H1N1, eh ben, à l'époque, Roselyne Bachelot, encouragée par Nicolas Sarkozy, avait choisi de parer la situation la pire. Et ça avait été dépenses massives de masques, dépenses massives de vaccination, etc. Et avec du recul, on voit bien que c'était une bonne décision, c'était le cas le pire qui avait été envisagé. Mais à l'époque, ça avait été très critiqué parce que finalement, le virus n'était pas si virulent que ça. Il était beaucoup moins virulent en Europe qu'il n'avait été en Asie. Et c'était resté dans cet inconscient collectif que genre 1 milliard avait été gaspillé par la puissance publique à cause de ça. Quand on voit rétrospectivement comment c'était et comment là, maintenant, les milliards qui ont été perdus, ils se comptent en dizaines, on voit qu'il y avait raison de prévoir le pire, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'il est facile d'expliquer aussi. Sur De le toute Covid, façon, pardon de vous ouais. couper, les gens n'ont pas le sens de l'évaluation du risque. Pour eux, n'importe quel désagrément doit être évité, quelle que soit la quantité d'argent qu'on y met. Donc, dans ces conditions, la décision politique n'est plus possible. On ne pèse pas quelque chose. On prend simplement la situation de la peur, réelle ou supposée, et on essaie de remédier à cette peur par une quantité d'argent qui est aussi élevée que nécessaire. Il y a une autre, j'admire votre sens de la formule, cher Bernard, aussi élevé que nécessaire. Alors, il y a une autre question sur le fil qui demande si le conseil scientifique n'a pas été associé étroitement à la gestion du Covid. Ça a fluctué. Il y a des moments où il a été très soigneusement suivi, d'autres moments où le pouvoir politique est allé à l'encontre de ces recommandations. Par exemple, sur la réouverture des écoles, le conseil scientifique était déconseillé plutôt ça, en disant il y a de l'incertitude et tout, on ne sait pas, mais dans l'état actuel, on déconseille. Mais le pouvoir politique avait quand même insisté. Je parle de la réouverture des écoles après le premier confinement. En l'occurrence, le pouvoir politique avait bien arbitré, selon moi, parce qu'il avait mis en balance les questions sanitaires avec les questions de bien-être de la population, les questions économiques aussi, mais même on a vu dans le premier confinement, et on a vu d'autant plus avec le recul, toute la kyrielle de problèmes psychologiques et de problèmes de scolarisation qui sont arrivés avec plein de gamins hors système. Et on voit que la question des écoles, elle est importante. Elle ne peut pas se jauger seulement à l'aune sanitaire. Et ça, de toute façon, c'est la question aussi délicate du politique, des décisions politiques. Vous devez la faire avec la voix des scientifiques, mais en mettant ça en balance avec aussi des questions sociétales ou des questions parfois irrationnelles. Je prends un autre exemple. La vaccination qui viendra pour le Covid, même si le vaccin est très efficace, même si le vaccin s'avère très efficace, le pouvoir politique ne va certainement pas prendre le risque de décréter une vaccination obligatoire. D'ailleurs, le président a annoncé hier, jamais je ne vous ferai le vaccin obligatoire, etc. La raison pour celle-là est surtout une raison et pas une raison scientifique. C'est beaucoup plus entre autres, c'est beaucoup plus une raison Social. sociale et parce que il y a déjà un tel niveau de complotisme exprimé par la société que vaccin obligatoire viendrait renforcer la théorie du complot, aurait peut-être même
un effet contraire à celui qui est C'est voulu. clair. Mais votre Je- rôle, vous prenez et- beaucoup l'exemple du Covid, pour oui, lequel parce il est là-dedans et parce que si on voit beaucoup de choses dedans, on peut même utiliser le Covid comme une métaphore ou un exemple sur beaucoup de problèmes, y compris des problèmes bien plus graves, comme à terme le problème environnemental sera sans comparaison en termes d'impact, de nombre de morts et tout ce que vous voulez par rapport au Covid. Mais on a un peu les mêmes questions, le retard des effets, la difficulté, enfin le fait qu'il faille mettre en balance des questions scientifiques, des questions sociales, etc., etc. Euh, mais le je vais rôle du je vais prendre pardon, une petite remarque sur le conseil scientifique par rapport aux politiques, et j'insiste là-dessus par rapport à est-ce que le politique a été bon pour ça, la société est bonne pour ça. Ben, souvenez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure, depuis mi-juillet, je dis bien mi-juillet, la France a perdu le contrôle de l'épidémie de Covid. Est-ce que ça s'est ressenti dans les discours politiques de l'été, du début de l'automne? Non. Et dans les discours de la société non plus. On a entendu plein de gens dire d'ailleurs il faut vivre, finalement tout ça est à mettre en perspective, est à relativiser, etc. Laissons nos jeunes faire ce qu'ils veulent. Euh, et, et, le, et le conseil scientifique a dit à ce moment-là très clairement nous sommes en crise. Elle a dit et redit et redit, nous avons perdu le contrôle de l'épidémie, il faut faire quelque chose. Et ils l'ont dit en août, ils l'ont dit en septembre, ils l'ont dit en octobre. Et c'est seulement fin octobre que le pouvoir politique a répondu. Donc pendant toute cette période-là, le pouvoir politique était sur une ligne plus rassurante que n'était le conseil scientifique. Oui, je ne Quoi suis pas ici? sûr que le Covid soit un bon exemple pour tester la validité des mathématiques ou la validité d'une approche scientifique en général, dans la mesure où c'est quelque chose de trop récent. La bonne stratégie, à mon avis, c'est celle de Didier Raoult. On accueille les patients, on traite ce qu'on peut traiter de la manière qu'on sait traiter et on s'efforce de ne pas faire de modèle mathématique. C'est un homme de terrain et il fait ce qu'il sait faire. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un Oui, grand... alors, cher Bernard, cela est vrai. Je En sais que revanche, nous sommes en il, désaccord là-dessus. oui, oui, sur Didier Raoult, je pense qu'il n'a eu que des effets négatifs sur cette crise et qu'il s'est trompé du début à la fin. OK, nous prenons acte de notre désaccord. Je Voilà, pense qu'il va y en exactement. avoir beaucoup. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un grand nombre de situations dans lesquelles les risques sont très anciens. Je veux parler par exemple des séismes, des tempêtes, etc. Et on a l'impression que l'analyse de ces risques qui relèvent du pouvoir politique ou de l'observatoire des choix scientifiques et techniques, que cette analyse-là est mal faite. Quand quelque chose se produit, on a l'impression, ça fait partie des choses que j'avais mises dans le petit résumé d'introduction, on a l'impression qu'on découvre ça pour la première fois, alors qu'on est un très vieux pays, ça fait 2000 ans que ça existe, on devrait avoir recensé correctement les inondations, les incendies, les secousses de toute nature, et savoir quelle est ce qu'on appelle en mathématiques leur durée de retour, et se prémunir contre ça avec des outils appropriés en fonction de leur gravité et de leur durée de retour. Or ça n'est pas fait, alors que ça serait rationnellement possible. Vous voyez ce que je veux dire? Par l'analyse d'un historique, et cet historique devrait exister. En général, il existe, mais il n'est pas exploité. Je vais vous donner un exemple très concret. Près de Naples, il y a deux volcans. L'un, c'est le Vésuve, et l'autre, j'ai oublié son nom. Tous les deux ont eu des éruptions au cours du XXe siècle, et cependant, il y a plusieurs millions d'habitants qui habitent entre les deux volcans. Si les volcans devaient faire à nouveau éruption, on ne pourrait pas évacuer 3 millions d'habitants, c'est clair ça. Donc il y a un problème de, en quelque sorte, perception du risque par la population dans la région de Naples. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Absolument. Et euh, on est là sur des échelles de temps de retour qui Oui, sont bien plus grandes que la durée sur laquelle vous vous développez, sur laquelle les gens viennent habiter, etc. etc. c'est exact. Et vous avez et l'humanité se développe pas sur l'échelle. C'est bien sûr là-dessus que c'est intéressant aussi d'avoir justement des modèles mathématiques qui vont au-delà de l'intuition. Ben oui, ce serait un bon exemple.
mais aussi il existe par exemple une cartographie du risque sismique en France qui est plutôt mal faite, on a eu l'occasion de la critiquer, mais au moins ça sert de base à la décision, peut-on ou non construire une centrale nucléaire à tel et tel endroit. Voilà. Absolument. Oui, quelqu'un dans le fil de discussion, Simon Postek, dit les modèles ne satisfont pas aux critères de réfutabilité de Popper car parce qu'ils portent sur des phénomènes où l'expérimentation à échelle réelle est difficile, voire impossible. Oui, encore plus, c'est pas que Covid, mais il y a impossible de faire une expérimentation sur le climat, impossible de faire une expérimentation sur toutes les questions liées à l'écologie, la Terre, modèle unique, etc. On en est forcé. Alors, il y a quand même la possibilité sur ce genre de modèle de faire des prédictions à l'envers. Je veux dire, vous avez vérifié, par exemple, en faisant tourner les équations à l'envers, que vous arrivez bien à retrouver les conditions climatiques d'il y a un siècle, 10 siècles, des 10 millénaires, etc., et que ça s'accorde bien. Ce qui n'est pas le cas en général. On a aujourd'hui de très bons accords dans les modèles de climato, avec quand vous regardez les travaux, ce que présente une Valérie Masson-Delmotte ou d'autres qui sont spécialisés qui connaissent très bien le paléoclimat. On a de très bonnes séries. On sait en tout cas bien mieux le faire sur les questions géologiques que sur les questions biologiques. Ça, c'est vrai. Mais en ce qui concerne la pertinence de ces prédictions, voilà un deuxième point de désaccord entre nous. On va pouvoir en faire une liste. Il y en aura quelques-uns, c'est forcé et c'est normal. Quelqu'un nous dit, Thomas nous dit, Roselyne Bachelot n'a-t-elle pas simplement appliqué le critère de min-max regret? Oui, on peut dire ça. En tout cas, c'est un critère qu'on peut être. Et il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de règle générale sur le critère qu'on doit appliquer. Et aussi, ça dépend de si c'est une situation qui va revenir ou une situation qui est genre pour une fois. Si, selon que la situation survient fréquemment ou selon le fait qu'elle vient rarement, les choses changent ou le critère que vous voulez appliquer va changer. A contrario, la décision de Rauschenberg, enfin, l'enchaînement des faits en 2009 a eu un impact négatif sur la façon dont on a pris le truc en 2020. Parce qu'en 2020, quand les prédictions alarmistes sont arrivées, aussi bien certains des scientifiques que des hauts fonctionnaires, que l'administration s'est dit, oulala, attention, c'est dit consciemment ou inconsciemment, si jamais nous faisons des prédictions alarmistes et qu'on dépense encore plein d'argent, nous allons nous faire clouer au pilori. Espérons que ça va être comme la dernière fois et que ça va être une version atténuée. Ça a un sens, en tout cas, on peut se poser la question. On peut pas. Oui, mais sauf que ça a mené à sous-estimer l'ampleur du problème. Je vous rappelle que les pouvoirs publics ont tellement peu pris au sérieux au début le Covid qu'ils ont quand même lancé les municipales le premier tour, alors que les prédictions mathématiques nous indiquaient qu'on allait être en saturation totale dans l'entre-deux tours. Et pourtant, se sont lancés là-dedans. Même au CNRS, ils ont maintenu leur concours presque jusqu'à la dernière minute. C'est des concours de mi-mars, avant que ça devienne rigoureusement impossible. Je vous rappelle que 3 jours avant le confinement, vous aviez encore des médecins français parmi les plus réputés qui disaient « mais non, il ne va pas y avoir besoin de confiner, on est meilleur que les Italiens, on a bien traité le Covid jusqu'à présent et on va bien le traiter et ne vous inquiétez pas, on ne va pas être réduit comme nos amis, nord-italiens à se confiner. » Cédric, les pays qui ont confiné ont eu beaucoup plus de morts par million d'habitants que les pays qui n'ont pas confiné. Donc ça, c'est une réalité statistique qu'on peut établir en novembre. Excusez-moi Bernard. C'est Toute un chose nouveau point comparable de par désaccord. ailleurs, je vais le retourner dans l'autre sens. Les pays qui se sont mieux débrouillés, parce qu'ils se sont mieux débrouillés, n'ont pas eu besoin de confiner. Alors Vous ça, voyez la stratégie coréenne,
parce qu'elle était appliquée avec une très grande efficacité, ils n'ont pas eu besoin de faire un confinement. Mais c'est pas faute d'avoir essayé en France de mettre sur place une telle stratégie. C'est que simplement les réflexes administratifs n'étaient pas aussi bons, les réflexes, l'efficacité était beaucoup moindre, les outils informatiques ont été moins performants aussi pour des questions aussi de respect de vie privée et autres. Et tout ça a fait que ces pays n'ont pas eu besoin de confiner. Je parle ici de l'Asie. Alors en Afrique, c'est encore différent. L'Afrique, effectivement, est globalement épargnée. Mais si on prend l'Amérique du Sud, où là, qui n'a pas. Et pourquoi l'Afrique est épargnée, c'est pas complètement clair. Il y a peut-être des questions climatiques qui jouent, il y a peut-être des réflexes de population qui ont été bons, et des questions de transmission et de communication. Mais si on veut voir un endroit où ça a été le chaos, il suffit d'aller en Amérique du Sud, où là, ils n'ont pas confiné, ou peu ou très très mal, et où ça a été un carnage, des fosses communes, des pays complètement, des systèmes de santé absolument débordés. Vous allez voir comment l'épidémie, comment ça s'est passé à Manaus, ça a été vraiment apocalyptique. Je pense que là, c'est un bon exemple de pays, de situation, de pays dans lequel le non-confinement a été calamiteux. C'est possible, mais de toute façon, je considère que la question du Covid n'est pas un bon sujet pour nous départager en ce qui concerne l'efficacité et la validité des raisonnements mathématiques. Il y a trop d'inconnus, on peut construire n'importe quel modèle dans n'importe quel sens, à tort ou à raison, etc. Attendons que ça soit fini, attendons d'avoir des données, on verra bien comment il aurait fallu s'y prendre. Rétrospectivement, on doit pouvoir faire des analyses critiques. Moi, ce qui m'inquiète, j'étais professeur d'université pendant 16 ans avant de créer la SCM, ça date de 95. Ce qui m'inquiète, c'est en quelque sorte le déclin de l'esprit scientifique, en particulier chez les jeunes. Maintenant, vous voyez bien dans la presse, tout le monde s'engueule à propos de n'importe quoi, c'est des querelles de religion sur n'importe quel sujet. Il est devenu impossible, sauf en ce moment sur ce débat, il est devenu impossible de manière générale d'échanger des arguments rationnels sans se faire engueuler, sans se faire traiter de ceci ou de cela. Donc il y aura un travail à faire et le pouvoir politique peut y contribuer pour essayer de renouveler l'approche rationnelle en général auprès de la population, que les gens aient moins peur déjà, qu'ils essaient de mieux se documenter sur la manière dont ça se passait il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans, et de voir quels sont les... Parce qu'on a l'impression, par exemple, à entendre les jeunes à l'heure actuelle, que la planète est condamnée dans les 20 minutes qui viennent. C'est des choses de ce style. C'est devenu totalement absurde. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a une peur devenue irrationnelle. Les gens ont peur de tout. Ils voient un morceau de plastique sur le trottoir, ils disent « Oh là là, mais il faut arrêter le plastique », ils ne réfléchissent pas. Et il y a des tas d'interdictions de toute nature pour des produits de première nécessité. On ne sait pas quoi mettre à la place, mais ils disent « Il faut arrêter ça, car la planète est… » Enfin, tous les jeunes aujourd'hui sont absolument convaincus que la planète est menacée à très court terme. Ça m'inquiète, non pas pour la planète, mais pour eux. Ce qui est certain, c'est que le débat en général est un débat qui est extrêmement tendu. Oui, Et le fait vous avez que… raison. Est-ce légitime qu'il soit tendu? C'est un bon, le mot est juste. Pourquoi est-il tendu? Ce ne sont pas des problèmes qui se posent dans l'instant. On a le temps d'y réfléchir, on a le temps de discuter. Pourquoi faut-il que toutes les décisions soient instantanées? Pardon, je vous ai coupé. C'est possible. Maintenant, pourquoi est-ce que maintenant, prenons un exemple qui a l'intérêt d'être de n'être du côté d'aucun groupe d'intérêt. Je parle de celui de la biodiversité. Toutes les mesures liées à la biodiversité montrent un effondrement fort depuis les années 70 environ, disons, et les mesures qui ont été un vrai choc en termes de diversité des insectes, de biomasse des insectes, font état de réduction de, en gros, 2 tiers de réduction, 2 tiers à 3 quarts sur les 25 dernières années, en gros, quelque chose comme ça. Ici, je parle de la France, de l'Allemagne, en tout cas l'Europe occidentale. Et c'est l'un des nombreux exemples de constatation de réduction de biodiversité.
Et on a un organisme international, l'IPBES, qui est l'équivalent pour les espèces du GIEC. Et l'IPBES rend son rapport très régulièrement. Et chaque rapport de l'IPBES est pire que le précédent. Je veux dire, il n'y a pas eu un exemple où on ait vu d'un rapport à l'autre une amélioration à l'échelle mondiale de la biodiversité, que ce soit sur les vertébrés, que ce soit sur les invertébrés, que ce soit dans les mers, que ce soit sur Terre, etc. On est arrivé d'ailleurs au stade, vous connaissez peut-être les statistiques, où si on regarde les mammifères terrestres, 96%, je crois, de la biomasse des mammifères terrestres, c'est l'homme et ses animaux domestiques et ses animaux d'élevage. Il reste 4% pour les mammifères sauvages. Bon. Ça ne Donc me on est sur une... dérange pas outre mesure. On a colonisé l'Europe, on a fait des champs, on a fait des usines, qui à la place des vaches, des chiens et nous ne me choque pas outre mesure. Chaque espèce animale crée son écosystème. Si ça a renvoyé les tigres quelque part dans le Bengale, c'est le problème des tigres, c'est pas le mien. J'ai tendance à dire, mais là encore on va être en désaccord, c'est la 4e fois, c'est bien. J'ai tendance à dire que je m'en fous en vérité. En plus, on ne compte pas correctement. Il y a eu des tas d'effondrements de la biodiversité par le passé qu'on n'a jamais recensés convenablement et qui étaient beaucoup plus vigoureux que ceux que nous connaissons à l'heure actuelle. Donc j'ai tendance à considérer que Il y c'est en un a film. eu, il y en a eu exactement 5, vous Oui, savez. peut-être. Le dernier, c'était il y a 65 millions d'années, c'était au moment de la crise crétacé-tertiaire. Et là, c'est sans doute un point de désaccord, mais je pense que c'est une situation potentiellement dramatique parce que ça aboutit à la disparition d'un certain nombre d'espèces. Ça sera dramatique pour l'humanité aussi à terme. Et ce qui est sûr, c'est que rien n'a réussi à se mettre en place en termes d'organisation internationale pour enrayer cela. Je ne Donc on suis peut pas dire, complètement d'accord. on a Regardez du par temps exemple pour y dans Paris. réfléchir. Dans Paris, il apparaît plein de rats, c'est une nouvelle espèce. Il apparaît aussi une grande quantité d'imbéciles, et c'est une nouvelle espèce également. Donc moi, ça ne me dérange pas. Je vois de la biodiversité partout. C'est votre côté optimiste, Bernard. Oui, Vous en voyez la l'occurrence. biodiversité partout. Oui. Mais rien ne remplacera la disparition, je ne sais pas, de telle ou telle espèce de grands primates qui Moi, aujourd'hui sont tous menacés. ça m'inquiète plus de voir la disparition des restaurants dans la rue de la Boétie que de voir la disparition des dinosaures au moment de l'ère tertiaire. La disparition des dinosaures, je m'y suis habitué. Et j'aurais envie de retourner votre argument. Quand la nature veut faire disparaître une espèce, qui sommes-nous pour nous y opposer? De toute façon, elle la fera disparaître, y Oui, compris sauf que là, l'espèce c'est humaine. pas, la nature, c'est nous qui faisons disparaître. OK, avec l'aide de la nature, le jour où elle en aura marre, elle nous le dira. Elle nous a rien dit. Nous sommes en train de trouver des verges pour nous fouetter nous-mêmes. La nature, jusqu'à présent, ne s'en est pas prise à l'espèce humaine, qui continue à grossir et à se développer tranquillement. On vit plus vieux que par le passé et on est plus nombreux que par le passé. Il n'y a aucun signe qui nous dise la nature en a marre de l'espèce humaine. Au contraire, le paradis terrestre est où je suis, comme disait Voltaire. Je, Enfin, je, il était avant je, qu'on ferme tous les restaurants de la rue de la Boétie. je pense que ça nous fait encore un petit désaccord, mais Oui, c'est ainsi. mais c'est Comme nous ainsi. le dit quelqu'un dans les fils, il faut qu'on remette le débat sur les rails d'application des mathématiques à la décision. Et S'il comme vous plaît. on s'approche petit à petit de la fin de ce débat, C'est peut-être inéluctable. qu'il y a des questions un peu qui reviennent un peu sur le fil, sur le rail mathématique. Je regarde sur le fil de discussion, mais je ne vois pas tellement. Moi, je peux donner un exemple. J'avais un ami qui était PDG d'aéroport de Paris à une époque, et il y a eu une vague de froid, donc les avions sont restés coincés à cause de la neige. Et la ministre est venue visiter l'aéroport de Paris et s'est mise à engueuler mon ami qui était PDG d'aéroport de Paris en lui disant comment vous n'avez pas de glycol, vous devriez acheter plein de glycol parce que ça permet de dégivrer les avions. Alors il a acheté plein de glycol. Sauf que le glycol n'a une durée de validité, de vie que de 2 ans. Et la vague de froid était très exceptionnelle, donc il s'est retrouvé avec un énorme stock de glycol
dont il a fait je ne sais quoi. Voilà, c'était une mauvaise évaluation des risques. Est-ce que, par exemple, ça vaudrait la peine d'avoir un ensemble de chasse-neige dans Paris qui serait utile seulement on n'en a pas. Donc là, en l'occurrence, je ne critique pas le politique, mais ça serait utile seulement un jour ou deux par an, vous voyez. Il y a des choses comme ça, on se dote de moyens de lutte pour des périls qui sont imaginaires ou au mieux très rares. Alors, nous avons ici deux questions qui reviennent sur les questions mathématiques. Méthode de randomisation pour des mesures économiques et sociales. Oui, nous avons, il y a en sciences économiques et sociales beaucoup de débats et parfois des théories compliquées sur les façons de randomiser. Les exilés, pourquoi les exilés politiques n'est pas pour ça, premièrement, quand qu'est-ce qu'on va dire, c'est très compliqué quand vous avez des questions économiques et sociales de départager ça des questions culturelles. Un médicament, il agit à peu près de façon similaire selon que vous l'appliquez en Asie, en Europe, en Afrique. Une mesure économique, elle peut agir de façon très différente en fonction du continent, du pays, parce que ça correspondra à des cultures différentes. Et donc, ça avait été, donc c'est beaucoup plus difficile de le faire. Cependant, vous avez sur l'évaluation des influences de la cognition, de la culture sur des questions économiques. Je vous renvoie à la très célèbre série de travaux de, comment s'appellent les deux systèmes de pensée, Thinking Fast and Slow, les expériences de Dan Kahneman et de ses collaborateurs. Il y a eu un prix Nobel d'économie là-dessus, je vous rappelle, les travaux de Kahneman et Tversky, dans lesquels une grande partie de la difficulté revient à mettre les sujets sous une forme qui se prête à expérience. Par exemple, ce fameux effet, comment s'appelle-t-il, ce fameux effet Florida, qui vous montre, qui vous prouve, et là il y a toute une, justement, des façons statistiques de mesurer, de voir les choses, l'effet Florida qui vous montre que le simple fait de parler de mots et un vocabulaire sémantique qui est associé au grand âge vous fait vous mouvoir plus lentement, vous fait vous sentir comme si vous étiez dans le Je grand voudrais âge. interrompre une seconde pour dire quelque chose à ceux qui commentent. Je vous demanderai de ne pas mettre de commentaires négatifs à l'égard de M. Villani, qui est mon invité. Je suis le seul à pouvoir faire des commentaires négatifs. Oui, alors en même temps, on a Vous êtes, l'habitude. vous êtes habitué. Les commentaires négatifs qui sont là restent bien tendres par rapport aux commentaires négatifs qu'on se prend en politique. OK. En revanche, sur la question, il y a M. Zopitelli qui est particulièrement Ouais, virulent c'est ce que je sur la voulais dire. question liée à Raoult, liée à la médecine et tout ça. Je vous renvoie aux publications de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur la question de la médecine. Notre office n'a aucun conflit d'intérêt avec quoi que ce soit. Notre office consulte en l'occurrence, toutes les voix en France et à l'étranger. Et sur les questions, sur les sujets du Covid tels que j'ai pu les évoquer, tout ce que j'ai dit est corroboré par les consensus internationaux. OK. Est-ce qu'on pourrait aborder, par exemple, un sujet plus général, puisqu'on est d'accord sur le fait que, de toute façon, les mathématiques peuvent jouer un rôle? Comment pourrait-on améliorer ce rôle? Comment pourrait-on faire en sorte que la population, dès son enfance, dès les jeunes, dès l'école primaire, ait un meilleur accès au raisonnement rationnel et aussi que les données dont ils peuvent avoir besoin sur quelque sujet que ce soit soient mieux disponibles? Nous, par exemple, nous avons fait travailler des lycées. C'était des classes de première sur des sujets de société comme la place de l'automobile dans la société. Et quand on a abordé un tel sujet avec les gamins, leur première réaction, c'est il faut supprimer toutes les automobiles, sauf celle de mon papa qui m'amène à l'école. Alors, oh là là, premièrement, vous avez complètement,
Le gamma est un excellent terrain pour instiller le raisonnement scientifique, oui, on le sait. Sur l'automobile, je ne sais pas comment le débat a été pris en compte. Je crois qu'on s'éloigne du sujet mathématique aussi, mais il ne fait pas de doute que des actions telles que les principes tels que la main à la pâte les a formulés Oui. dans la foulée de Georges Charpak et Pierre-Gilles de Gennes, avec un travail sur la formation des enseignants, un travail en mode projet interdisciplinaire dès le plus jeune âge, avec une démarche expérimentale bien mise en avant et salutaire. Oui. Avez-vous les moyens politiquement de favoriser de tels... Parce que Charpak et Gilles de Gène, ils ont fait ça à un moment. Gilles de Gène, il a fait ça après son prix Nobel. Il a dû faire ça pendant 1 an ou 2, puis il en a eu marre et il a arrêté, autant que je me souviens. Oui, De Gène en a effectivement eu marre en se disant que ça lui prenait trop d'énergie par rapport à ses missions scientifiques. Ouais. Et en revanche, Charpak a insisté beaucoup plus. Alors, au sein de l'Académie des sciences, je fais partie du groupe qui suit la main à la pâte. Et je vous rappelle que c'est une fondation abritée par la fondation de l'Académie des sciences. Ok, ça c'est très bien, ça il en faudrait davantage. Il en faudrait davantage, et ça rejoint aussi un autre débat qui est celui de l'apprentissage de l'informatique et de l'algorithmisation dès le plus jeune âge. On peut apprendre les rudiments de l'informatique et de l'algorithmique dès le CP, et c'est complètement autre chose que d'apprendre le fonctionnement des outils informatiques. Y compris les apprendre de manière critique, parce que on se rend compte que quand vous mettez des données qui sont incorrectes à l'entrée, ça vous donne un résultat précis en sortie, mais qui est incorrect. On voit beaucoup d'utilisations de l'informatique qui servent à cautionner des décisions erronées. Ce sont d'énormes modèles, des boîtes noires, on ne sait pas comment ils fonctionnent, mais ça a donné tel résultat en sortie, et personne n'est capable d'analyser la validité du modèle. L'apprentissage de l'esprit critique est fondamental, et l'esprit critique en informatique aussi peut l'être. Et on parle de statistiques, prenons un exemple célèbre qui est celui de, comment s'appelait-il, ce statisticien qui était chargé pendant la guerre de travailler sur les dégâts causés aux avions. On connaît le problème. Vous avez un avion qui part au combat. Il peut revenir avec tel ou tel. Il peut être amoché de telle ou telle façon. Vous pouvez choisir de renforcer le blindage aux endroits stratégiques. Et si vous renforcez le blindage partout, ça va être un avion impossible à manier. Et donc, il vous faut trouver quels sont les endroits stratégiques sur lesquels il faut renforcer le blindage. Et l'approche statistique naïve consistait à faire les statistiques, comptabiliser où est-ce que les avions qui revenaient étaient le plus souvent touchés, et dire que c'était là qu'il fallait les protéger. Et le gars, Abraham Wald, s'il ne dit pas de bêtises, dans un éclair de génie, a compris qu'au contraire, il fallait recenser les blessures des avions qu'on ne voyait jamais. Voilà, Abraham Wald, effectivement, quelqu'un confirme dans le fil de discussion. Parce que quand vous ne le voyez jamais revenir, ça veut dire que ce sont des blessures fatales. L'avion qui est amoché là, il ne revient pas, et donc juste, vous ne pouvez pas le comptabiliser. Ce n'est pas intuitif du tout, mais c'est ça qui était la... Mais vous n'avez pas la donnée, à ce moment-là, vous ne savez pas où il a été touché puisqu'il ne revient pas. Exactement. Là encore, la décision est difficile. La décision statistique est toujours très difficile. On se La heurte toujours à... décision statistique est difficile et contre-intuitive, et en mathématiques, il y a deux sujets qui sont énormes en termes de probabilité d'application en termes d'interprétation. C'est l'infini et les probabilités. Je vois ici Alain Sroussi qui dit: pouvez-vous lister les applications? Je pense qu'on a listé quelques dizaines là dans la discussion, qui allaient de Archimède jusqu'à l'époque moderne.
Mais on peut faire une liste d'applications, on peut en écumer on en trouvera littéralement des milliers. Il y a quelques, il y a quelques années, un petit bouquin est paru, édité par qui c'est qui s'occupait d'éditer ça dans je pense que c'était édité par Images des mathématiques ou quelque chose comme ça, le site web Images des mathématiques, qui est un site de vulgarisation mathématique, dans lequel il y avait une petite centaine de petits textes dont chacun illustrait une application mathématique. Ça allait par exemple, la mesure de la biodiversité dans un environnement, ou la détermination de la forme de la Terre, etc. Je vais vous retrouver la référence. Il y a quelques années, nos collègues du monde académique avaient payé un cabinet de conseil pour essayer de déterminer quelle était la part des mathématiques dans le PIB. Et comme le cabinet de conseil était grassement rémunéré, il avait dû trouver 50%. Et j'avais dit qu'on pouvait aller au-delà, parce que par exemple, si on regardait les lunettes, il y avait 80% des gens qui portaient des lunettes et que par conséquent, le rôle des lunettes était pour 80% du PIB. Ça ne leur avait pas plu, vous allez dire que j'ai mauvais esprit. En tout cas, c'était en tout cas de l'esprit. Ouais. Non, ben bon. Ouais, je me souviens de cette étude qui avait été commandée par Lamiès. Ça se peut, oui. Oui. C'est retombé, ça. Bon. Écoutez, il nous reste 8 minutes. Je vous les laisse les utiliser pour développer les thèmes que vous souhaitez, étant entendu que vous pouvez aborder tous ceux avec lesquels je ne suis pas d'accord. Je ne vous contredirai pas pendant ces 8 minutes. Profitez-en. Euh, il y a sur la question mathématiques et applications, il y a une spécificité française incontestable, avec une discipline qui en France d'abord est très efficace. On sait que mathématiques, c'est la discipline parmi toutes dans laquelle la France a le plus grand impact, mais aussi une discipline qui s'est fondée de façon avec une base très abstraite. France est certainement le pays où la tradition mathématique est la plus abstraite, à l'exception du Japon, qui est encore Et de la Russie, je un cas crois aussi particulier. quand même. La Russie. La tradition russe la tradition russe a toujours été plus, euh, je dirais, d'abord la Russie est un pays de tradition beaucoup plus récente que la France, et ensuite la Russie s'est développée sur une base qui était non, s'est développée sur une base moins abstraite. Même si les deux pays se sont énormément influencés l'un l'autre. Et en particulier, l'influence d'un Henri Poincaré a été considérable sur la mathématique russe dans son ensemble. Et, euh, mais la palme revient à la France. Ce qui est remarquable avec la Russie, c'est c'est au XXe siècle que la mathématique russe a été Oui. la plus exceptionnelle, et elle s'est retrouvée toujours euh, souvent associée à des questions liées au pouvoir. Kolmogorov a eu un rôle fondamental dans l'organisation de l'enseignement dans son pays, mais les Landau, Kantorowicz et autres, les scientifiques russes ont joué un rôle considérable, bien sûr, dans la mise au point des armes modernes russes, le développement de l'arme nucléaire, entre autres, mais aussi dans toute l'organisation. Vous pouvez lire un ouvrage complètement singulier qui s'appelle Red Plenty. Quelle est la traduction française déjà? Je ne sais plus. C'est un ouvrage dans lequel Kantorowicz est l'un des héros et dans lequel on voit les mathématiques appliquées, l'optimisation à l'œuvre dans l'économie russe, et on voit la grandeur et la misère de l'économie russe et la façon dont la planification est au début une arme extraordinaire pour faire grimper l'économie russe et la croissance, et à la fin s'écroule, en particulier à cause de paradoxes, de biais, de dilemmes du prisonnier réitérés à de nombreuses échelles, de tout ce qui fait que la planification s'applique très mal.
s'applique très mal à l'échelle d'un pays. Et on voit ici aussi à quel point le monde des humains, évidemment, peut se comporter de façon différente du monde naturel. Il y a, je vois dans le fil de discussion une remarque sur l'utilisation d'indicateurs comme le PIB ou les indices de prix qui sont des constructions mathématiques. C'est vrai. Alors, avec deux remarques. La première, c'est qu'on sait bien, PIB est une mesure qui a le mérite d'exister, mais qui est extrêmement trompeuse. Et Oui. on sait bien, il n'y a aucun meilleur moyen de gonfler le PIB que de lancer une bonne guerre. Et donc, tout ça vous montrant bien que l'augmentation du PIB en soi n'est certainement pas un objectif. Et également, l'autre remarque qu'on va faire, c'est que la tradition économique française est marquée par un grand usage d'outils mathématiques et d'outils théoriques en particulier. Parfois utilisés à bon escient, parfois moins, mais ça fait partie des réputations de l'économie française sur la scène internationale. Merci d'avoir deviné que je ne serais pas d'accord avec vous sur ce point. Je m'en doutais bien, cher Bernard. Nos dirigeants utiliseront-ils un jour les mathématiques pour gérer les finances de la France, demande Nicolas Langlois. Alors, ça dépend quelles mathématiques. Le parlementaire, en général, a un bagage mathématique qui lui interdit même de s'autoriser des fonctions continues. En fiscalité, on n'utilise que des fonctions constantes par morceau. Oui. Il y a la tranche. Sur telle tranche, on a 15%, sur telle tranche, 7%, etc. La notion de fonction continue n'a pas percolé jusqu'à là-dessus. Et pareil, chaque fois qu'il y a une fonction de décision à utiliser, on arrive toujours sur des approximations ultra grossières. Pourtant, il y a des calculs sophistiqués qui sont faits derrière à un moment ou à un autre. Et, et derrière la gestion de l'économie, bien sûr, quantité de mathématiques, quantité phénoménale, là où c'est l'orgie de modèles mathématiques, bien sûr, c'est dans la finance, en particulier la finance haute fréquence. Et ce n'est pas un hasard si l'un des financiers les plus légendaires du XXe siècle est un mathématicien. Je parlais de Jim Simons et son célèbre fonds Renaissance avec un rendement extraordinaire. Et le premier qui a commencé par une carrière de mathématiques de haut niveau et qui a continué par une carrière financière du plus haut niveau possible. Alors, on peut discuter de la finalité, on peut discuter de la philosophie du trading haute fréquence, de l'instabilité qui vient avec et tout ça, mais l'efficacité qu'il a manifestée est juste phénoménale. Nous avons, je termine avec ce débat justement sur formation des mathématiciens et l'idée de mathématiques appliquées et réelles applications des mathématiques dans le monde industriel. Oui, il est clair que la définition de l'application en France est, est singulière aussi. J'ai fait ma carrière scientifique dans les débuts dans les équations aux dérivées partielles, équations de Boltzmann, et, c'est considéré en France comme mathématiques appliquées. Dans à peu près n'importe quel autre pays, ça serait considéré comme mathématiques pures. La question de ce qu'on considère dans le régime de appliqué dépend de l'année, dépend de la culture, dépend de la période, dépend du contexte. Et il est certain que avoir davantage de situations pratiques de mise en application et de problèmes pratiques à résoudre, y compris venant de l'industrie, serait profitable, sera profitable. Et l'exemple de Leonid Kantorowicz, qu'on peut prendre encore en référence, ou l'exemple d'Alan Turing que vous évoquiez tout à l'heure, cher Bernard, sont des exemples magistraux en la matière de personnes qui commencent de façon très abstraite, puis se retrouvent face à un problème très concret et développent toute une théorie derrière. Dans le cas de Turing, je vous rappelle qu'il a commencé en logique, c'est les problèmes de décidabilité et tout ça. Il s'est retrouvé avec des problèmes extrêmement concrets, en particulier la guerre à gagner. Et puis derrière, il y a eu tout le développement de l'informatique, de l'intelligence artificielle, tout ce que vous voulez. Et dans le cas de Kantorowicz, il a commencé dans l'analyse fonctionnelle la plus pure. Il s'est retrouvé face à un problème d'optimisation industrielle. Il s'agissait il s'agissait d'une industrie du bois, je ne sais plus si c'était de la papeterie ou de quelque chose comme ça, mais c'était façon d'optimiser
une filière industrielle dans laquelle différentes qualités de bois étaient mises en œuvre. Oui, c'est du contreplaqué. C'est le contreplaqué qui a changé la vie de Kantorowicz. Et il s'est retrouvé à développer toute la théorie du transport optimal et de l'optimisation et partant toute la recherche opérationnelle. Et ce sont des exemples qui nous incitent et qui nous invitent à un aller-retour fructueux entre la théorie et les applications. Et si c'est Chers le mot de amis, la fin, je ce trouve sera qu'il le est mot de la fin. particulièrement brillant. Et je vous remercie d'avoir accepté ce débat et d'avoir noté nos points de divergence qui ne sont pas si fondamentaux que ça. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Ce débat a été enregistré, donc je pense qu'il sera disponible quelque part sur... comment ça se passe là? Ça sera disponible sur YouTube, avec votre permission, bien sûr. Enfin, on va Mais vous bien suivre. sûr. À Mais bientôt, cher Bernard. il ne s'est rien dit qu'il puisse choquer qui que ce soit, pas même les dinosaures. Ah, écoutez, vous savez que au point de vue phylogénétique, nous avons nos amis les oiseaux sont tous des dinosaures, si on raisonne en termes phylogénétiques. Et je pense qu'aucun oiseau de ma connaissance ne sera choqué par ce que nous avons dit. Voilà. Et on n'est pas obligé de le leur dire, de toute manière. Merci infiniment et bonne chance pour la suite.